Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Marie-Pierre Robitaille qui va nous parler d'une nouvelle application pour aider les jeunes victimes d'intimidation. On aura plus tard à notre émission Jean-François Plouffe, notre collaborateur qui est d'Action Autonomie. Il va nous parler pour sa part d'Action citoyenne des OSBL et de la loi sur le lobbyisme. On aura à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet le mensonge et tout ça, bien sûr, entrecoupé de chansons. On commence déjà avec la première qui est Ma pauvre chérie et l'artiste s'appelle Mariem. Bienvenue à Folie douce. Folie douce a 25 ans. En chiffres, ça représente plus de 700 émissions, plus de 800 participants, chroniqueurs et spécialistes démystifiant la santé mentale, plus de 1500 thématiques et facettes abordées, et tout ça lors des 25 années de diffusion à Radio Centre-Ville. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Marie-Pierre Robitaille. Bienvenue à Folie douce. Merci, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes coordonnatrice, en fait, pour une application qui a pour but d'aider les jeunes victimes d'intimidation, je pense. Je crois que c'est la première fois que ça se fait en français. L'application s'appelle Plus fort. Pouvez-vous justement nous présenter cette application? Oui, absolument. En fait, nous, on a développé cette application-là exclusivement pour les victimes. Comme vous l'avez dit là en introduction, en fait, nous, on est les premiers à développer un outil comme ça qui ne vise pas la dénonciation. Ça vise vraiment là à aider les jeunes qui vivent l'intimidation, soit tous les jours, ou soit une fois de temps en temps, ou soit sur Internet, soit à l'école, etc., dans des milieux sportifs, peu importe le type d'intimidation qui est vécu. Puis c'est un outil que le jeune peut transporter avec lui un peu partout parce que c'est dans son téléphone. Hein. Aujourd'hui, on a on entend beaucoup parler d'intimidation dans les écoles, puis dans les cours, dans les petites vidéos, puis tout ça. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que pour rejoindre réellement les jeunes de 10, 11, 12 ans jusqu'à 16, 17 ans, ce qui était plus prometteur, en fait, c'est de leur offrir des outils qu'ils utilisent eux déjà tous les jours. Donc, l'application mobile, c'était déjà c'est un meilleur moyen de les rejoindre. Puis dans cette application-là, on a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'informer les jeunes sur l'application. On a diverses capsules vidéo qui ont été tournées par des personnalités jeunesse que les jeunes adorent. Ensuite, on a aussi une petite carte interactive dans laquelle le jeune peut jouer, s'amuser, trouver les endroits où est-ce qu'on peut vivre de l'intimidation, puis où est-ce qu'on peut trouver de l'aide aussi. Puis il y a diverses ressources, là, des sites web ou des ressources téléphoniques aussi qu'on peut rejoindre. Ensuite de ça, la deuxième fonction de l'application, c'est de mieux comprendre ce qu'on vit. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est que les jeunes, soit ont tendance à exagérer ce qu'ils vivent, ou au contraire, à minimiser ce qu'ils vivent, même pas être conscient que ce qu'ils vivent, c'est de l'intimidation. Donc, à tous les jours, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, l'application va demander aux jeunes qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui, où ça s'est passé, combien de fois. Puis l'application va emmagasiner toute cette information-là, puis produire des graphiques faciles à comprendre qui vont permettre aux jeunes de mieux comprendre ce qu'ils vivent, dans le fond. Où est-ce que moi je vis de l'intimidation? Quel type d'intimidation je vis? Est-ce que ça survient surtout les lundis? Est-ce que des informations comme ça qui permettent aux jeunes de mieux, ensuite de ça, agir, qui est la troisième objectif de l'application, agir sur l'intimidation. Pour aider le jeune et l'accompagner, on lui offre presque une 50aine de stratégies que le jeune peut essayer et tester, évaluer pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donc, cette application qui s'appelle Plus fort, ça a été, c'est né comment? Comment vous avez procédé pour mettre ça en place? C'est quand même pas évident à mettre quelque chose qui va rester quelque chose qui est facile à utiliser, qui est performant, mais en même temps qui est agréable à utiliser. Oui, absolument. En fait, nous, on travaille au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Puis, on a eu du financement de la Fondation de l'Institut, mais aussi de la Fondation Belle Cause pour la cause. La Commission scolaire de Montréal s'est ajoutée comme partenaire. Plusieurs autres partenaires nous ont aidés, là. Cette aide-là a été vraiment précieuse parce que ça prend effectivement beaucoup, beaucoup de temps à développer une application comme ça.
Mais non seulement ça prend du temps à développer une application et de l'argent pour développer une application comme ça, c'est que ça prend aussi des études qui vont nous montrer que ce qu'on fait, ça aide réellement les jeunes. Ça, c'était vraiment quelque chose qui est important pour nous parce qu'il existe aujourd'hui des outils dont on ne connaît pas l'utilité. On ne sait pas si ça aide réellement le jeune ou si ça n'a aucun impact ou si au contraire ça l'inhibe. Donc on a développé une première version d'application qu'on a présentée à quelques jeunes, à des parents intervenants, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. S'ils pensaient que ça pouvait aider ou non un jeune, qu'est-ce qui était amélioré, si le look était attrayant ou si ça avait l'air bébé ou si ça avait l'air trop compliqué à comprendre. Puis à partir de ces rencontres-là avec des utilisateurs potentiels, on a amélioré l'application. Puis ensuite, on a validé l'application. On a fait des outils, là, c'est préliminaire comme étude, mais on a fait une première étude qualitative auprès d'une douzaine de victimes. Puis après ça, on a fait une deuxième étude auprès d'une quarantaine de jeunes des écoles privées et publiques au Québec. Et on a montré que l'application aidait en fait à diminuer l'intimidation de presque de moitié pour les jeunes qui étaient victimes d'intimidation après 4 semaines d'utilisation. Avec les trucs que vous proposez, finalement, les jeunes réussissaient à sortir peut-être de cette... c'est un peu un piège, là, quand les gens sont dans un piège d'intimidation, donc ils réussissent à s'en sortir. C'est un peu ça, là. Oui, en fait, ce que les jeunes nous ont dit de l'étude qualitative, en fait, on a eu beaucoup d'informations, même des choses dont on se doutait pas. Tu sais, on a créé, nous, cette application-là avec toutes les meilleures intentions du monde pour aider, mais on savait pas exactement quelle portion de l'application allait surtout aider le jeune. Certains jeunes nous ont dit, écoute, ça me fait juste du bien de pouvoir me confier. Tu sais, c'est comme un journal intime à tous les jours. Je reviens à la maison, j'écris ce que j'ai vécu, puis après ça, c'est sorti de ma tête. D'autres jeunes nous ont dit, j'avais pas vraiment réalisé l'ampleur de la situation. Donc, après une fois que j'ai vu ça, je suis allée parler à un adulte. J'ai décidé d'aller me confier. Une fois que j'ai vu à quel point j'étais victimisée, donc je suis allée me confier. Donc, plein de... Chaque jeune, en fait, l'utilise en fonction de ce qu'il vit, puis en fonction de ses forces, faiblesses, besoins. Puis on pense que ça va, que ça a plein de potentiel, là, même peu importe la personnalité du jeune, puis qu'est-ce qu'il peut vivre. Sauf que, tu sais, au stade où est-ce qu'on est, on continue à la tester, l'application, puis à la valider. On est seulement aux études préliminaires, mais on peut pas dire hors de tout doute là, quelle partie de l'application a permis de diminuer l'intimidation, mais en tout cas, nos résultats jusqu'ici sont très, très encourageants, puis on est très, très fiers de ce qu'on accomplit. C'est intéressant de voir comment la recherche mélangée avec du pratico-pratique peut donner c'est quelque chose d'intéressant comme projet parce qu'on reste pas juste dans la recherche ça prend de la recherche pour faire avancer les choses, mais là, on met en application tout de suite et on reteste et probablement on réétudie tout ça. Donc, c'est intéressant l'idée de faire ça pour l'Institut, justement. Oui, absolument. Oui, on n'est pas la première application. On est la première application qui sort de l'Institut, mais il y en a plusieurs autres qui vont sortir, qui sont déjà sortis. Puis je pense personnellement que c'est une voie à adopter parce qu'aujourd'hui, la technologie occupe tellement de place dans nos vies et surtout dans la vie des jeunes. Tu sais, c'est leur quotidien. Les jeunes, au Canada, j'ai pas la statistique là, ici avec moi, mais c'est en secondaire 5 jusqu'à 85% ou même plus, là, je me souviens plus exactement, des jeunes qui utilisent quotidiennement un téléphone mobile ou un iPod pour accéder à Internet. Là. L'ordinateur est même quasiment out là, pour aller sur Internet. C'est le téléphone qui est leur outil quotidien, qui est le pratico-pratique. Donc, en allant utiliser ces moyens-là pour les aider, mais les aider pas n'importe comment, les aider justement en se basant sur ce qu'on sait, sur les recherches qui ont été faites, puis en s'assurant que ce qu'on fait, ça fait vraiment du bien. Oui. Tantôt, vous parliez, Mme Robitaille, donc de l'intimidation, de savoir, souvent le jeune va dire, est-ce que c'est de l'intimidation, est-ce que ça n'en est pas? Est-ce qu'on peut préciser en quelques mots, qu'est-ce que c'est de l'intimidation? Comment on peut reconnaître qu'on est intimidé ou non? Oui, absolument. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, tu sais, on a tellement parlé d'intimidation que les jeunes, à un certain moment, aussitôt qu'ils se faisaient agacer une fois à l'école, avaient l'impression qu'ils étaient victimes d'intimidation. Mais en fait, pour qu'on parle vraiment d'intimidation, il doit y avoir répétition. Donc, ça doit être
des actes qui sont faits pour faire du mal ou blesser, soit physiquement, psychologiquement ou socialement, un jeune. Puis il doit y avoir une relation de pouvoir qui s'installe entre l'intimidé et l'intimidateur, de sorte que l'intimidé a l'impression qu'il peut pas s'en sortir, qu'il est pris dans cette situation-là. C'est comme ça qu'on différencie la querelle adolescente qui est peut-être un comportement un peu plus commun de l'intimidation. Oui. L'application elle-même, vous disiez que vous avez le partenaire donc de la commission scolaire. Comment vous faites pour justement l'acheminer aux différents, que ce soit des iPhones, des téléphones Android ou autres, là, comment vous faites pour que le plus de jeunes possible puissent avoir l'application? Parce que peut-être les jeunes eux-mêmes vont se dire, ben non, moi, je serais pas victime d'intimidation. Comment vous procédez pour pouvoir l'acheminer vers eux? Oui, alors, juste avant de répondre à ça, je veux juste préciser que présentement, la version Android n'est pas encore sortie de l'application. On y travaille activement. Là, on est dans tout le iOS, iPad, iPod et iPhone, mais l'Android s'en vient et la version anglophone aussi. D'accord. Et puis, pour ce qui est de l'acheminer aux jeunes, ben, en fait, on a fait de la publicité via les écoles surtout, mais on rejoint les agents pivots de chacune des commissions scolaires pour que eux puissent rejoindre les écoles. Si jamais il y a des enseignants ou intervenants qui nous écoutent, qui sont intéressés par l'application, ils peuvent aller sur notre site web, ils peuvent même commander gratuitement là, des posters, des autocollants ou des brochures qu'on peut leur envoyer à l'école. Là. C'est très bien indiqué sur notre site web. C'est une application qui est gratuite pour les utilisateurs? Oui, 100% gratuit. Oui. Et donc, jusqu'à où vous voulez développer? Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir immense. Là. Est-ce que vous êtes donné une espèce de maximum pour justement la tester puis voir s'il y a des améliorations à faire et ensuite, ça deviendra juste une application qui évolue de façon régulière? En fait, on continue. Là, elle est disponible au public. On prévoit faire d'autres études sur l'application dans le futur, mais pour l'instant, là, on s'adresse surtout au Québec. On va avoir la version anglophone dans le reste du Canada par la suite, puis potentiellement ailleurs dans le monde. Mais pour l'instant, on se concentre à terminer la version Android, la version anglophone. Oui. Est-ce que ça prend une grosse équipe pour mener tout ça? Parce qu'il y a quand même il y a du feedback, il y a des choses comme ça. Donc, c'est de la programmation, évidemment. Mais est-ce que vous êtes beaucoup à y travailler? Non, on n'est pas une grosse équipe pour l'instant. Je dirais que on est une petite équipe, mais une équipe très, très motivée. On a travaillé avec une équipe étudiante pour le développement. Puis on est quelques étudiantes et Isabelle Ouellette-Morin, qui est la chercheure principale du projet, à travailler là, le plus possible sur l'application et sur son lancement et à la faire connaître à travers le monde là, pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est vrai que c'est un gros projet qui demande beaucoup de temps, mais on y croit, donc on met le temps qu'il faut. Oui. Madame Robitaille, comment on fait pour les gens, justement, que ce soit les enseignants ou les gens qui sont intéressés par l'approche, puis éventuellement d'offrir justement par la publicité, parce que j'imagine que c'est assez facile à aller télécharger, là, mais à qui on s'adresse ou où est-ce qu'on s'adresse pour avoir plus d'informations? Oui, les gens peuvent aller sur notre site web, c'est le www.plusfort.org. .org, c'est ça. Oui. Donc, là-dessus, il y a une foule d'informations supplémentaires sur l'intimidation et sur l'application. C'est aussi possible de commander un guide qu'on a préparé pour les parents et les intervenants. Puis, c'est possible de demander aussi là, d'envoyer du matériel promotionnel pour vos écoles ou pour partager avec les parents ou enfants. Oui, ben merci beaucoup, Marie-Pierre Robitaille. Ça a été intéressant et instructif. J'espère que ça va se poursuivre dans le bon sens. C'est vraiment une belle initiative. Donc, je rappelle plusfort.org pour avoir plus d'informations et aller éventuellement aller chercher de l'application pour tout ce qui est iOS. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. Merci beaucoup. Merci, bonne continuité. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie Douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
9604. Nous voici maintenant rendus au Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, un autre sujet de ta part, Pierre, c'est le mensonge. Oui, le mensonge. Qu'est-ce que tu vas nous amener avec ça? Ça m'intrigue. Oui, c'est un article écrit par un psychiatre français du nom de Boris Cyrulnik. J'ai déjà lu de ces articles. C'est quelqu'un de très connu dans Oui. ce milieu-là. Oui. Je vais vous lire une partie d'un article qui est intitulé « Le mensonge est preuve d'intelligence », en tout cas d'après M. Cyrulnik. En fait, c'est une entrevue qu'il a donnée à un journaliste. C'est fait sous forme de questions-réponses. La première question qu'on lui a demandé, la culpabilité, la honte et surtout la peur sont souvent des mobiles du mensonge. Mais existe-t-il pour autant, dans certaines circonstances, un droit de mentir ou plus encore, un devoir de mentir? M. Cyrulnik nous répond, oui, bien sûr, il existe un devoir de mensonge puisque c'est une preuve d'empathie. Il nous dit le mensonge est certainement la virtuosité intellectuelle humaine. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment défendre le mensonge. Il nous dit, mentir, c'est savoir qu'avec un mot, un scénario, une mimique, un sourire, une posture, je vais pouvoir modifier les représentations de l'autre et entrer dans son monde intime. Remarquez que c'est un petit peu philosophique, son approche à M. Cyrulnik. Il nous dit, c'est une performance intellectuelle extrême qui exige que moi, menteur, je puisse me représenter les représentations de l'autre. Pour cela, il faut non seulement que je sois très intelligent, mais surtout que je sois respectueux de l'autre. Finalement, il nous dit que mentir, c'est respecter l'autre en lui cachant une partie de la vérité. En le ménageant, c'est peut-être pour ça. Oui. On ment pour mieux pas faire mal à l'autre. Oui, parce que si on disait tout le temps ce qu'on pense d'un autre, on pourrait lui laisser continuellement. Oui, c'est juste de ce sens-là. Il nous dit, les pervers, les psychotiques ne mentent pas parce qu'ils se moquent des autres. Le pervers dit ce qu'il pense et si c'est blessant, tant pis, aucune importance. Quant au psychotique, de toutes les façons pour lui, l'autre n'existant pas, il dit ce qu'il pense sans se poser de questions. Et mentir, c'est respecter l'autre, d'après M. Cyrulnik. Il est vrai que très souvent, le mobile du mensonge est la protection. Si ma vie est en jeu, il suffit que je me taise pour la protéger. J'ai donc également un droit de mensonge pour me protéger. C'est une façon de voir les choses. Qu'on pourrait appeler les mensonges blancs. Des fois, on Oui, dit pas un vrai mensonge. Cacher, je dirais plus cacher ses désirs, ses intérêts. Dire, si tu es dans une famille conservatrice et toi, tu l'es pas, dire tu le mentionnes jamais. Tu vas un peu mentir pour te protéger. Ouais. Ouais. Prochaine question. Quels sont les signes les plus fréquents et les plus évidents que nous mentons? À l'excessive sincérité que nous avons évoquée s'ajoute un débit verbal suspect. Ça, c'est M. Cyrulnik qui répond. Des comportements troublants et des gestes qui nous échappent. Le menteur sait exactement ce qu'il veut dire puisqu'il ne cherche pas à dire vrai. Le vrai, le réel étant toujours ambivalent, on cherche ces mots, on bafouille, on se reprend, etc. C'est vrai que des fois, quand on veut dire la vérité, des fois, on a l'air de mentir parce qu'on hésite. Tu sais, Mais par contre, le mensonge, c'est difficile de ne pas se faire prendre. Oui, parce que mais il y en a qui sont tellement bons menteurs. Il faut toujours mentir de la même façon, il faut toujours dire la même chose. Ouais. Il y a des gens qui mentent, on sait qu'ils mentent, mais ils sont tellement bons conteurs qu'on s'en fout. Oui, ça paraît pas trop. Bon, alors, ce type de débit verbal peut troubler, soit parce qu'il est trop fluent, la prosodie est trop belle, soit parce qu'il s'agit d'un mauvais menteur, un mauvais comédien qui se recoupe, s'empêche et que l'on dévoile rapidement. Cependant, même un bon menteur peut être dévoilé par certains comportements qui lui échappent. Soit il rougit légèrement, soit il peut avoir une dilatation des pupilles provoquée par l'émotion, et cela, il ne peut pas le contrôler. Prochaine question. Sommes-nous tous à un degré ou à un autre en proie à mentir? M. Cyrulnik nous dit oui, nous sommes contraints de nous mentir. Nous avons un devoir de se mentir. C'est peut-être ce qu'on appelle l'identification. Moi, enfant de 6 ans, après avoir découvert que je suis un petit garçon, je découvre aussi que mon destin anatomique, social et peut-être psychologique ne sera pas le même que celui d'une petite fille. Je m'identifierai donc
à mon père et j'essaierai de me différencier de ma mère. Cette perception sexuelle a un rôle constructeur et identificateur très important. Donc, M. Cyrulnik nous dit, donc je me rêve et j'ai le devoir de me rêver, puisque les rêves, le petit cinéma que je projette à l'intérieur de mon monde intime, comme par exemple, je serai président de la République française, chanteur ou champion de tennis, sont absolument nécessaires à la construction de mon identité. La rêverie est nécessaire. C'est l'auto-mensonge nécessaire. Je suis obligé de me leurrer pour me donner une direction et peut-être pour donner sens à ma vie. Il va jusqu'à ce point-là en disant que c'est un peu un mensonge envers soi. C'est ça? Oui. Ouais. Ben, en Parce fait, que si on voit la réalité pure, des fois, on va déprimer parce que c'est vrai, ouais. on ne sera pas aussi heureux, C'est on mieux. va pas réussir Ouais. autant qu'on veut. C'est mieux de se faire son cinéma. Des fois, ça nous Ben, fait... lui, il nous dit que ça a du bon. on s'échappe un peu de... Ouais. ouais. Prochaine question, peut-on dire que le mensonge participe à la structure de la personnalité et même la favorise? M. Cyrulnik nous dit absolument. Comment des enfants abandonnés dans des situations innommables peuvent parfois s'en sortir? Ceux qui s'en sortent sont ceux qui rêvent le plus, ceux qui se mentent le plus, quand ils ne savent pas où ils vont manger, quand ils risquent leur vie, quand ils sont pourchassés par la police, ces enfants-là se sauvent grâce à l'auto-leurre, grâce au mensonge. D'ailleurs, ce sont des comédiens, des menteurs extraordinaires. Ils inventent des histoires folles. Mais je poursuivrai sur le sujet un peu plus tard. Oui, dans l'Espresso allongé, le mensonge, c'est intéressant, l'approche que ça nous surprend un peu, Voilà, c'est bien. là, c'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, ça est vrai, on va vraiment poursuivre à Folie Douce. Merci. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec joie que j'accueille à nouveau Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es d'Action Autonomie. On va parler aujourd'hui d'un autre sujet des plus intéressants. En fait, tu vas nous parler de la loi sur le lobbyisme et l'action citoyenne et les OSBL. Donc, c'est quand même une importance dans la société, puis de mieux comprendre ce que c'est, en fait, le lobbyisme. Oui, effectivement, le lobbyisme, c'est une activité qui est un peu mal vue, sur laquelle il y a des préjugés, mais c'est une activité importante, puis c'est une activité légitime, puis c'est une activité essentielle dans une société démocratique. Il faut être capable d'influencer le fonctionnement du gouvernement, sinon le gouvernement décide tout par lui-même et on est dans une dictature. Mais le lobbyisme, on entend souvent ça par rapport aux compagnies privées et tout ça, mais est-ce qu'il y en a effectivement dans le domaine communautaire? Effectivement, il y en a. On appelle ça plus de la communication d'influence. Dans le fond, la seule chose qui différencie ce que font les organismes communautaires et ce que font les entreprises privées, c'est la finalité de l'action. Les entreprises privées le font dans le but, la plupart du temps, d'enrichir la compagnie ou d'enrichir ses actionnaire, ce qui est un but légitime. Elles font aussi, de par ce biais-là, de la création d'emplois, du développement économique, de la création de richesses. Tout ça est correct. Ouais. Les organismes sans but lucratif, eux, ont davantage une finalité de développement social et donc ils ne recherchent pas le profit pour eux-mêmes. C'est ça la grande différence entre les deux. Et l'activité que le gouvernement a choisi d'encadrer suite à tous les scandales de corruption et de collusion, ça fait déjà une quinzaine d'années, depuis 2002, que la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme existe et elle sert surtout à encadrer les activités des entreprises de façon à ce que on sache qui communique avec le gouvernement, dans quel but, etc. Ouais. Alors que les organismes sans but lucratif ont été exclus par règlement de la loi dès 2002 parce que eux, ce n'est pas des considérations économiques, donc ça ne nécessite pas, à notre avis et de l'avis du gouvernement de l'époque, ça ne nécessite pas le même type d'encadrement que ce que font les entreprises privées. Il pourrait, par contre, y avoir des questions économiques. Tu sais, on demande plus de financement. On veut prouver que le monde communautaire apporte quelque chose d'important dans les soins ou dans les... C'est ça, mais l'idée n'est pas d'avoir une profitabilité pour les organismes sans but lucratif. Effectivement. Et le gouvernement actuel a apporté en 2015 un projet de loi qui venait réformer la loi de 2002 et
dans ce projet de loi, on prévoyait justement l'abolition de l'exemption des organismes sans but lucratif pour l'inscription au registre. Ça fait que de la même façon qu'une compagnie privée, un organisme communautaire devrait s'inscrire comme lobbyiste dans le registre, OK. Ce qui pour nous posait un immense problème. Ouais. Et là, c'est pas le cas, donc il n'y a pas de règles, c'est-à-dire qu'un organisme, une organisation, un regroupement peut, sans trop... sans encadrement particulier, particulier, faire des interventions auprès d'un élu ou auprès d'un fonctionnaire, effectivement, ouais. Okay. pour les raisons qu'on vient d'indiquer. Ouais. Mais si il fallait, de la même façon que les entreprises, s'inscrire au registre, il y aurait 3 conséquences que nous, on juge néfastes. Premièrement, il y aurait un frein à la participation citoyenne. Les gens ne voudraient pas que leur nom paraisse dans des registres comme ceux-là sans trop comprendre exactement ce qui serait fait de ces informations-là. Ça apporterait aussi moins de transparence et plus de confusion dans le registre parce que c'est déjà, dans l'état actuel des choses, un registre qui est très, très considérable en termes de volume de données dedans. Et si on ajoute à ça toute une quantité d'organismes sans but lucratif, ben l'information pertinente va être noyée. Le registre va être congestionné par une série d'informations qui sont finalement plus ou moins pertinentes par rapport à la transparence et par rapport à d'éventuels problèmes de corruption. Donc, on aurait beaucoup plus de difficultés à encadrer les activités des entreprises là-dedans. Et troisièmement, c'est inéquitable parce que les entreprises ont des moyens autrement plus importants que les organismes communautaires pour faire leurs activités de lobbyisme. Elles engagent des professionnels pour le faire. Ces professionnels-là connaissent à fond le fonctionnement du registre, ce qui n'est pas le cas de bénévoles ou d'intervenants communautaires qui le font sur une base plus épisodique, mais qui auraient à remplir les mêmes exigences que les grandes entreprises. Dirais-tu que le milieu communautaire est quand même assez mieux outillé, mieux organisé pour faire justement des pressions auprès du gouvernement, entre autres? Voilà. Il y a eu une mobilisation très importante qui s'est faite tout au long de l'année 2015, qui a été menée notamment par la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Et cette mobilisation-là a finalement connu un certain succès parce que à la fin de 2015, le ministre responsable a demandé au commissaire au lobbyisme de faire une consultation avec les OSBL pour comprendre c'était quoi exactement leur argumentation. Et nous, d'Action Autonomie, on y a participé. On a rencontré le commissaire au lobbyisme avec leur accord, notre réseau régional d'organismes en santé mentale. Et finalement, le commissaire au lobbyisme a émis un rapport dans lequel il reconnaissait que ce que disaient les OSBL se tenait, avait un certain bon sens. Et il a proposé 5 scénarios au gouvernement pour modifier la loi sur la transparence en matière de lobbyisme. Et ces scénarios-là vont du statu quo, finalement, de la complète non-inscription des organismes jusqu'au projet de loi 56 tel qu'il avait été présenté. Nous, on est relativement confiants à ce moment-ci que la ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques va choisir une solution, un scénario qui ne sera pas le projet de loi 56 intégral tel qu'on l'a présenté en 2015 et qui va, je pense qu'il y a maintenant un consensus là-dessus, même de la part des entreprises, même de l'Association québécoise des lobbyistes, pour dire qu'on ne peut pas demander à un petit organisme local là, de se comporter de la même façon qu'une grosse compagnie quand il s'agit de faire des revendications auprès de son conseiller municipal ou auprès de son député local. Oui. Une fois que ça va être clarifié, que la loi va être approuvée ou adoptée, peu importe, qu'est-ce que ça va vous donner comme levier? Allez-vous, est-ce que ça va changer quelque chose dans la suite des démarches? Parce on sent déjà une organisation depuis plusieurs années, une meilleure organisation de la plupart des regroupements et des organismes. Bien, nous, ce qu'on espère, c'est que de cet aspect-là, en tout cas, la loi ne sera pas modifiée. La loi, l'exemption des OSBL va rester. C'est ce qu'on a recommandé à la ministre et c'est ce qu'on espère qui va se faire, du moins en grande partie
Il se peut, par exemple, que les regroupements nationaux, les grandes tables nationales d'organismes communautaires dans les grands secteurs d'activité, famille, jeunesse, etc., elles puissent s'enregistrer, mais pas les organismes locaux ou les organismes régionaux. Donc, il y a toutes sortes de scénarios un peu intermédiaires là, qui peuvent arriver. On espère avoir fait comprendre au gouvernement que l'idée n'est pas de se soustraire à la transparence. On est déjà des organisations, les OSBL en général, des organisations qui sont très transparentes. On a des comptes à rendre à nos membres, on a des comptes à rendre à nos bailleurs de fonds. Ouais. Donc, ce qui n'est pas le cas des entreprises. Là. Les entreprises rendent des comptes à leurs actionnaires, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont à actionnaires uniques et qui ne rendent de compte à personne, finalement. Et il est là le problème. Et c'est pour ça qu'on a encadré leurs activités. Alors, nous, on dit la transparence, on l'a déjà. L'éthique, on l'a déjà. Donc, il est inutile de nous imposer ces contraintes-là qui nous prendraient un temps et une énergie importante, qui baisseraient la mobilisation de nos membres et qui n'apporteraient rien de pertinent, finalement, par rapport à la transparence de l'utilisation des fonds de l'État. Oui, parce que les coûts que ça engendre et le temps et tout ça, effectivement, les organismes n'ont pas nécessairement ces moyens-là. Et ils n'ont pas cette expertise-là non plus. Parce que c'est très complexe, cette démarche-là. C'est pas pour rien qu'il y a des lobbyistes professionnels par centaines au Québec qui offrent leurs services à des entreprises. C'est pas les entrepreneurs eux-mêmes qui vont voir le gouvernement la plupart du temps. Ce sont des relationnistes qui sont experts là-dedans. Et nous, évidemment, les organismes sans but lucratif, les organismes communautaires, on n'a pas les moyens de se payer l'expertise de ces gens-là. Donc, il faut le faire nous-mêmes. Et donc, ça nous prendrait encore beaucoup plus de temps qu'une entreprise privée pour remplir toutes les formalités qu'il faut pour s'inscrire au registre. Et les pénalités pour ceux qui font des erreurs ou qui s'inscrivent pas correctement sont très importantes. Donc, les organismes, les citoyens qui s'impliquent dans les organismes communautaires pourraient théoriquement s'exposer, si la loi 56 avait passé telle qu'elle avait été présentée, à des amendes, à des pénalités très, très importantes. Et ça ne sert l'intérêt de personne, finalement. Oui. Actuellement, on pourrait dire quand même que l'action citoyenne se porte bien. Je pense que quand il y a des mobilisations annoncées, quand il y a des journées spéciales, on sent qu'il y a une énergie puis une volonté que ça change parce que les gens en ont assez, je pense, d'avoir surtout quand on parle de moyens financiers puis de reconnaissance, en fait, ça passe par là, la reconnaissance. Oui. Puis ce que démontre cette mobilisation contre les changements au registre sur le lobbyisme, c'est que on peut parfois réussir à faire entendre raison au gouvernement. C'est pas vrai que le gouvernement est toujours sourd à nos revendications. Et qu'il n'y a rien à faire. C'est ça, on peut pas entendre ça encore. C'est ça. Et ça, c'est un exemple, je pense. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on tient à en parler et à faire connaître les résultats de cette mobilisation-là, même s'ils sont pas encore définitifs. C'est que, pour une fois, on s'est organisé dans le milieu communautaire, on s'est mis tout ensemble à l'échelle du Québec, on a fait pression sur le gouvernement et sur le ministre et sur Mme DeSantis par la suite, et ça nous a donné des résultats. Donc, il faut le reconnaître et il faut le souligner. Puis, il faut en même temps savoir gré au gouvernement de nous avoir écoutés et d'avoir, au moins dans ce cas-là, entendu raison. Oui, mais encore une fois, le pouvoir de la masse, le pouvoir et montrer des gens qui sont sérieux dans leur démarche de façon organisée, bien sûr, de façon aussi pacifique. Là. C'est ça. C'est la façon d'être vraiment intense et de poursuivre, de ne pas lâcher, finalement. Puis, c'est l'essence de la démocratie, encore une fois. Il faut être capable d'influencer les décideurs publics dans le sens des meilleurs intérêts communs et pas uniquement dans le sens de l'intérêt d'entreprises privées. Là. Ouais. Et c'est le message qu'on a voulu passer au gouvernement et en grande partie, on espère qu'il a passé et que les modifications à venir là, à la loi sur la transparence et l'éthique vont aller dans le sens de nos recommandations. Oui, Jean-François, avant de terminer, on pourrait mentionner les coordonnées d'Action Autonomie, qui est un regroupement fort important pour toute la population. Oui, Action Autonomie est le collectif de défense de droits en santé mentale de Montréal. On est situé au 3958 rue d'Endurant. Notre numéro de téléphone est le 525-5060. On peut nous joindre par courriel à lecollectif@actionautonomie en un mot .qc.ca. Notre site Internet est le www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Et à une prochaine. Plaisir. Merci. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous?
visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Tel que promis, eh bien, on va poursuivre sur le sujet le mensonge que tu as entamé plus tôt. C'est intéressant ce que tu nous racontes sur ce défaut, si on veut. Les gens qui mentent, on dit souvent que c'est... Mais ça peut être aussi un outil de protection. Oui, c'est ce que tu nous disais tantôt. C'est un peu ce que nous dit M. Boris Cyrulnik, qui est psychiatre français. C'était sur le site psychologie.com. Oui, il nous dit que, en fait... il nous dit « Le mensonge, c'est une preuve d'intelligence ». Oui. C'est le titre de son article. C'est un article fait sous forme d'entrevue, en fait. Une question qui lui a été demandée, c'était « Quelqu'un qui ne mentirait jamais ne serait-il pas plutôt considéré comme un inadapté social ?» plus que comme un saint. Il nous répond, mentir, c'est en fait respecter l'autre. Ce n'est pas lui faire de mal, mais c'est aussi le préparer tout doucement à la vérité quand il faut la lui dire. Lorsque j'étais jeune médecin, nous croyions qu'il fallait préserver les malades en ne leur disant pas la vérité. Mais ensuite, la maladie évoluait, la famille n'avait pas pris ses dispositions et en plus, on avait trompé le malade. Dès lors, nous avons changé de stratégie. Par conséquent, maintenant, certains disent la vérité comme on envoie un coup de poing dans la figure. Comme de dire, par exemple, vous avez le cancer. Ouais, ça. Il nous dit, dans ce cas-là, dire la vérité devient une forme de non-respect de l'autre. Il y a une attention à l'autre qui exige qu'on le mène à la vérité. Ce qu'on appelle avoir du tact. Oui, si on veut, oui. Prochaine question, est-il exact que certains mensonges soient inoffensifs, voire utiles, quand d'autres sont nuisibles? Il nous répond, si la société était juste, ceux qui seraient en bas de l'échelle socialement en arriveraient à la conclusion qu'ils sont à leur place de sous-hommes. Il faut donc probablement laisser un espace de leurre et de mensonge afin de préserver la dignité de ceux qui sont vaincus. Il faut pas les décourager. Oui. Ou soit momentanément ou définitivement. Ça permet d'essayer. Ça donne de l'espoir. Oui, j'imagine que c'est son raisonnement, oui. Mais il nous dit, mais à l'inverse, M. Cyrulnik nous dit, si nous ne vivions que dans le mensonge, nous ne pourrions pas résoudre les problèmes de la nature. Par exemple, les formules mathématiques ne sont pas plus ou moins vraies. Elles sont vraies ou elles ne le sont pas. Une théorie est cohérente ou bien elle est absurde. Là, on ne peut pas mentir. Et cette absence de mensonge, indispensable dans ce domaine, permet d'agir sur la nature et d'améliorer ainsi notre condition humaine. Toutefois, n'oublions pas que les espèces qui survivent sont justement celles qui sont mal adaptées à leur environnement, puisque c'est dans cette mauvaise adaptation que l'innovation devient possible. C'est pourquoi il est important de laisser une part de leurre, une part de mensonge, une part de comédie, de manière à pouvoir continuer d'inventer éventuellement d'autres sociétés. Sauf qu'il faut savoir doser tout ça. Là. C'est ça qui on peut tomber, on peut se faire reprocher qu'on est toujours un peu... on joue avec les gens. Mais moi, à l'école, j'avais appris qu'il ne fallait pas mentir. En général. Si j'avais raisonné comme ça envers la maîtresse, j'aurais été dans le trou. C'est comme si tu manipulais un peu. Tu te dis, je vais essayer d'arranger ça. C'est comme si tu prenais un petit peu trop, peut-être, d'importance dans la vie des gens. Je sais pas, oui, alors, prochaine question. Vous disiez que l'art du mensonge est finalement le facteur d'une évolution de l'humain. Nous assistons pourtant depuis quelques années à une exigence, une euphorie même d'authenticité, de besoin de vérité, de transparence, etc. N'est-ce pas alors le signe d'une possible régression? M. Boris Cyrulnik nous dit « C'est un signe de régression dans la brutalité. Les femmes victimes d'inceste en parlent en moyenne 40 ans après, et elles ont raison. Auparavant, elles se sont rendues suffisamment fortes pour enfin évoquer verbalement ce qu'elles ont subi. » Prochaine question. Finalement, pour s'acheminer vers plus de maturité face à la vérité, l'humanité doit-elle faire preuve de plus de raffinement dans l'art de mentir? M. Cyrulnik nous dit, en ce qui concerne l'homme, le mensonge est indéniablement une défense qui permet l'innovation. Mais il n'est pas question d'affirmer qu'il ne faut pas dire la vérité, car en fait, nous disons toujours la vérité, soit brutalement, soit plus subtilement, par ce qu'on dit ou le non-dit. Ou quand on fait une erreur majeure, là, on s'aperçoit que notre vie, c'était la fausseté, tu te fais arrêter, ou tu fais quelque...
les gens découvrent que tu étais infidèle. C'est un mensonge, l'infidélité. Oui, c'est vrai, oui. Tu veux ménager, Jean? Non, mais tu sais, dans ça, tu le dis pas que tu te trompes. Non, c'est ça. M. Cyrulnik poursuit en disant « Dire la vérité n'est possible qu'au sein d'une situation psychosociale, affective ou familiale qui le permettent, ce qui est rare. C'est pourquoi notre culture pousse au mensonge et par là nous contrer à l'innovation, à la poésie, à l'œuvre d'art, au roman, etc. » Et j'ai gardé peut-être le plus drôle pour la fin. Écoutez ceci. Les grands singes aussi mentent. Les grands singes savent mentir. Comme ils n'ont pas la parole, ils se servent de mensonges comportementaux. Ils inventent un scénario comme le font les enfants dans le but de tisser un lien. C'est une preuve d'aptitude à l'innovation. Prenons un exemple. En milieu naturel, les femelles sont 2 fois moins grosses que les mâles. Elles sont moins vives, moins agressives et alourdies par les petits. En revanche, elles voient mieux et plus vite un objet saillant, comme par exemple un régime de bananes. Car les mâles passent leur temps à s'épier entre eux pour des luttes de pouvoir. Alors que fait la femelle lorsqu'elle voit les fruits? Elle aura inévitablement un temps de retard sur les mâles. Par conséquent, elle part dans le sens inverse en poussant des cris d'émotion et pendant que les mâles la suivent puis la devancent, elle retourne tranquillement vers les bananes. Ce type de comportement mensonger animalier est très proche de celui de l'homme. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien de survie. Ouais. Alors, c'est sa vision du mensonge à M. Cyrulnik. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Merci. Évidemment, c'est le sujet, le mensonge à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant ce rendez-vous de Folie Douce, alors on va faire la nomenclature des chansons, Ghislain. Oui. Comme à notre habitude. Alors, une émission encore bien chargée au niveau des chansons. Oui. On a écouté Ma pauvre chérie en début d'émission. De Marianne. Oui. On a pu entendre Amène-moi. De Marie-Pierre Arthur. Dans la deuxième demi, on a pu entendre Crier tout bas. De Cœur de pirate. Et à l'instant, Toutes des putes. Oui, de Gidré. C'est quatre demoiselles aujourd'hui à la musique. Ah oui, excellent. Merci beaucoup pour votre choix musical. Merci pour ta participation également au micro. Je remercie Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Également pour ton sujet, le mensonge. Tu nous as surpris un peu. Tu nous as fait voir le mensonge d'une autre façon. En tout cas, la façon de ce M. Boris Cyrulnik. C'est intéressant. C'est bien. Ça fait réfléchir, en tout cas. Je remercie notre invitée en début d'émission, Mme Marie-Pierre Robitaille, qui nous a parlé d'une application pour aider les jeunes victimes d'intimidation. On a eu l'occasion d'avoir aussi notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, qui nous a parlé pour sa part d'Action citoyenne, d'OSBL et surtout de la loi sur le lobbyisme. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine.
do do do